Regardez les arbres, ils avancent. Vide esprit de tout ce qui n'est pas arbre. Les arbres. Vide. C'est l'arbre qui chante. Tout ce qui manque à cette petite graine, c'est un peu de temps. On discute avec des gestionnaires d'espaces verts de communes qui disent on a fait plein de plantations d'arbres cet hiver. Et avec cette période de sécheresse qu'on a connue au printemps 2022, en fait, nos équipes tournaient à plein régime pour arroser. Mais pour arroser d'abord quoi? Les bacs de plantes annuelles. Parce que si un bac, on ne l'arrose pas pendant 2 jours, les plantes, elles meurent. Du coup, ils n'avaient aucune disponibilité pour arroser les arbres plantés l'hiver d'avant. Et donc, ils sont presque tous morts. Planter des arbres, oui. Mais quels arbres planter? Et avec quels objectifs? L'arbre à bois? L'arbre à fruits? Celui qui nous apporte de l'ombre? Celui qui nous cache des voisins? Du petit jardin pavillonnaire à la gestion forestière, les parcs citadins et les agriculteurs malins, je pars à la rencontre des planteurs et planteuses de nos régions. Je m'appelle Pierre Lacroix et je travaille au Centre d'écologie urbaine, une petite ASBL autour de l'écologie à Bruxelles. Et je suis paysagiste de formation. Les arbres. On a des projets d'écologie, donc ça va être par exemple la plantation d'arbres fruitiers en ville, dans l'espace public. On a des projets de recherche. Nous sommes en train de faire des recherches autour de la place de l'arbre, la place que l'arbre fruitier peut avoir en ville, dans un contexte d'anthropocène, donc de crise, les crises climatiques, les basculements qu'il peut y avoir autour des systèmes alimentaires, et comment finalement l'arbre fruitier il pourrait augmenter la résilience du système alimentaire à Bruxelles. Donc produire des fruits localement par des arbres qui sont de toute façon là, mais donc on y ajoute un service écosystémique de base, dans une idée d'autosuffisance, mais de contribuer à la production alimentaire. Bien sûr, il y a la production de fruits, mais il y a toute une série d'autres services écosystémiques associés aux arbres fruitiers. Il y a des fonctions récréatives, de lien social, etc. Et donc, il y a 2 thèmes principaux dans cette recherche. Il y a des aspects plutôt techniques autour de la fruticulture urbaine. Comment est-ce qu'on peut planter des arbres fruitiers qui sont adaptés au changement climatique et à toutes les contraintes urbaines qu'on connaît? Comment est-ce qu'ils transmettent les polluants du sol, de l'air? Comment est-ce qu'on peut imaginer des processus de sélection du bon arbre pour mettre le bon arbre au bon endroit? Et il y a un autre côté qui est lié vraiment à la gouvernance. Comment est-ce qu'on gère ces arbres? Parce que ça nécessite du temps, mais aussi du savoir-faire. On constate que les pouvoirs publics, ils ont pas forcément toujours les moyens de gérer des arbres. Et puis il y a plein de questions autour des représentations sociales, en fait. Et typiquement, les gens, ils vont dire bah oui, les arbres fruitiers, c'est chouette, mais déjà, c'est très limité. C'est des pommes, poires, prunes, cerises, à la limite, parfois des petits fruits. Mais en général, le fruitier, c'est un pommier, et c'est pas autre chose. C'est dans un verger, et c'est pas en ville. Parce que si c'est en ville, alors ça veut dire qu'il y a de la compote sur ma voiture et toute une série d'insectes sur le trottoir. Et ça, on veut pas, quoi. Voilà, on essaie un peu d'identifier ces représentations sociales, de les dépasser. On parle de fruitiers comme étant d'une diversité énorme. On parle de centaines d'espèces différentes, c'est sans tomber dans les sous-espèces. Et donc oui, bien sûr, il y a le pommier qui est emblématique, mais dans une optique de biodiversité et de résilience par rapport au changement climatique, et dans une optique aussi de mettre le bon arbre au bon endroit, dans une diversité d'espaces, de configuration spatiale en ville, dans des cours, des intérieurs d'îlots, des avenues, des parcs paysagers, etc. Il faut envisager la diversité au sens large. Donc c'est des fruits secs, charnus, exotiques, traditionnels, patrimoniaux. Ça pose pas de problème d'envisager des essences exotiques à Bruxelles? On plante déjà énormément d'essences exotiques. Quand on regarde les plantations urbaines,
On a tellement de contraintes, on veut tellement des arbres qui soient d'un certain gabarit, qui fassent de l'ombre, mais pas trop pour les habitations, qui résistent au sel de déneigement, qui résistent à toute une série de choses, qu'on est obligé de tomber dans des espèces qui sont exotiques et dans des cultivars. Donc on va prendre, je sais pas moi, un chêne peut-être, mais un chêne fastigié qui va être stérile. On va prendre un liquide ambar, on va prendre toute une série d'essences qui, a priori, sont pas indigènes. On se retrouve à quand même pouvoir mettre de l'indigène, mais en général, c'est souvent dans les parcs. Et puis, quand on réfléchit à notre alimentation, l'agriculture, on s'alimente de plantes indigènes aussi. La pomme de terre, la tomate, etc. Exotique. D'exotique, oui, pardon. Et donc, bien sûr, ça pose des questions. Mais qu'est-ce que l'indigénat et qu'est-ce que l'espèce exotique dans un monde au climat qui change? Donc, on observe que les espèces, pour s'adapter, vont devoir migrer. Il y a un brassage qui est fait aussi par les êtres humains. Et alors, dans certains cas, les plantes exotiques, elles sont envahissantes. Donc oui, ça pose problème. Encore qu'on pourrait débattre de ça pendant assez longtemps. Mais donc voilà, on ne va pas introduire n'importe quelle plante exotique envahissante dans n'importe quel contexte. Bien sûr, on peut faire attention. Mais oui, on est dans l'exotique de toute façon. On plante aussi des plantes traditionnelles. Mais même le pommier, il est arrivé en Europe il y a quelques siècles. Et tout ça est relatif. Et par rapport à la pollution? Alors, par rapport à la pollution, dans le projet Arbre, on s'intéresse de très près à cette question. Donc, on avait commencé le projet Arbre en se basant sur quelques études, notamment une étude de Gaudier-Chapelle qui disait que globalement, les polluants principaux du sol, donc les éléments de traces métalliques, grosso modo les métaux lourds, si tu veux, ils sont moins transmis par les fruits, donc par les arbres, dans le cas des fruitiers, que dans les légumes, feuilles, racines. Et donc, on en avait conclu que l'arbre fruitier était un bon candidat pour des sols pollués qui sont pléthores à Bruxelles. Et puis, en rentrant vraiment dans la pratique, avec des expérimentations qui sont portées par des administrations, on s'est rendu compte que ce n'était pas assez solide que pour justifier des plantations et une réelle résilience. Et donc on s'est dit, il faut absolument qu'on expérimente davantage cette question-là. On a fait une revue de la littérature qui a montré que c'était un peu plus complexe que ça, et surtout qu'on ne savait pas tout dire là-dessus. Donc on est en train de mener une étude sur la pollution avec mes collègues. On est en train de récupérer des échantillons de sol et de fruits, de toute une série de fruitiers. On a pas mal d'espèces emblématiques. Pour chacune, on va analyser les taux de polluants dans le fruit et dans le sol et voir dans quelle mesure ces polluants peuvent être transmis. Et donc, on espère arriver à un outil d'aide à la décision qui soit enfin un peu robuste et aussi adapté aux conditions locales. Pour dire, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, beaucoup trop de plomb dans tel sol, au-delà de tel dépassement du seuil, ne mettez pas, par exemple, je sais pas, de cognacier, par exemple, mais mettez plutôt telle autre espèce ou ne faites rien. Parce on se retrouve face à des aménagistes qui savent pas forcément lire une étude de sol et qui ne savent pas quelle est la responsabilité qu'ils doivent prendre et ce qu'ils peuvent réellement planter. Donc on est un peu dans une société où la question de la responsabilité, elle doit être prise en charge par le public. Et si je me blesse dans un espace public, théoriquement, je pourrais poursuivre la commune ou les gestionnaires de cet espace. Et donc ça, c'est un peu à double tranchant parce que derrière, le plus safe pour l'administration, c'est de tout interdire. Et alors, au sein du centre d'écologie urbaine, vous avez aussi les projets de pépinière citoyenne. Oui. Donc, Pépinière citoyenne, c'est un projet qui est né, qui a commencé en 2017. L'idée, c'est de développer la place du fruitier à Bruxelles. Donc, on a le projet de recherche Arbre qui est vraiment de la recherche, mais projet Pépinière citoyenne qui est vraiment un projet opérationnel. Et du coup, l'idée, c'est de revaloriser la fruticulture urbaine, l'arboriculture fruitière,
en plantant des arbres fruitiers dans l'espace public, mais aussi en les développant localement, les produisant localement dans des pépinières, donc des espaces de production d'arbres où finalement c'est à l'inverse d'un verger où là les arbres sont en place et vont donner des fruits. La pépinière, on multiplie des jeunes arbres et arbustes et plantes grimpantes. Et une fois qu'ils sont adultes, on va les planter dans l'espace public. Et en plus de ça, une autre dimension hyper importante, c'est que c'est un projet participatif. Et donc, il y a un volet important de participation de citoyens et citoyennes qui viennent dans les pépinières, qui viennent aux ateliers, aux activités de plantation. En plus de ça, on fait des formations actions. Donc, on va planter dans un quartier concrètement avec les gens et on explique finalement comment faire. Comment est-ce qu'on plante un arbre? Comment est-ce qu'on taille un arbre palissé, par exemple? Et les gens mettent ça en pratique tout de suite. Et donc, c'est dans une idée aussi d'autonomiser les gens à ces savoir-faire horticoles un peu oubliés parfois, valoriser ces savoirs, valoriser les professions. C'est le revers de la même médaille de développer le fruitier à Bruxelles, quoi, quelque part. Et par rapport à la participation, il y a plein de niveaux de participation différents. On essaye tant que possible, capaciter les gens et les faire décider de l'aménagement d'un espace fruitier. Par exemple, on va faire des ateliers de design participatif. Donc, on va aller dans un quartier. On va inviter les gens à participer à un moment de réflexion autour de l'aménagement de cet espace. Donc, il y a par exemple un square, une friche, un délaissé urbain. On leur demande ce qu'ils attendent pour cet espace. On leur présente des arbres fruitiers qu'on pense être adaptés à cet environnement-là. Et on va essayer de tenir compte des préférences des gens. Il n'y a jamais de demande, je veux dire. Il y a toujours quelqu'un qui demande « Ah, il n'y a pas le bananier ?» Ouais. Mais on présente un panel avec des photos de fruitiers qui sont réputés adaptés au climat à Bruxelles et qui sont adaptés a priori aux conditions agronomiques du site, mais aussi aux contraintes d'usage, etc. Mais il y a toute une série de choses que nous, on ne sait pas. C'est par exemple comment l'espace est utilisé, qu'est-ce que les gens préfèrent. Et impliquer les gens, c'est hyper important parce que ça leur donne la maîtrise du processus. C'est eux qui vont décider ce qu'on va aménager. Et par la suite, une fois qu'on a un plan de plantation qui est validé éventuellement par les gestionnaires, la commune, etc., on va faire la plantation aussi et éventuellement l'entretien avec ces mêmes personnes. Et donc ça incarne vraiment le projet dans le quartier. Et c'est pour moi un gage de réussite. C'est pas un énième projet qui tombe du ciel, qui a été décidé par je ne sais quelle administration et qui est imposé aux gens. Non, les gens ont décidé de cet aménagement, ils se sont investis dans cet espace et ça leur ressemble quelque part. Et donc pour nous, ça a beaucoup plus de sens de faire ça de cette manière. C'est un beau gage de pérennité pour les fruitiers. On peut se retrouver entre blancs bobos à dire oui, le fruitier qu'il faut ici, c'est un pommier aux tiges, une variété traditionnelle, RGF, etc. En fait, peut-être que les gens ils veulent un figuier ou un jujubier. Et tant mieux, plantons-le et il va avoir une belle vie. Et au centre d'écologie urbaine, mes collègues travaillent aussi beaucoup à essayer de revaloriser des pratiques circulaires, notamment réutiliser des ressources qui étaient autrefois considérées comme des déchets. Donc les déchets verts, par exemple, broyer les gros bois et les élagages et les utiliser sur place. Même les feuilles. Les feuilles aussi. La plupart du temps, on les exporte, les feuilles. Ouais. Alors, il y a des problèmes plus systémiques autour des feuilles qui tombent sur les voiries et qui sont mélangées aux poussières urbaines et potentiellement aux hydrocarbures et qui sont considérés comme des déchets potentiellement dangereux. Mais oui, de plus en plus, on garde les feuilles sur place et donc on évite d'utiliser des grosses machines bruyantes, des grosses souffleuses pour amener tout ça on ne sait où. Le compostage aussi à l'échelle industrielle qui a toutes ses limites. Donc, mes collègues du centre d'écologie urbaine travaillent pas mal là-dessus, mais les communes aussi, il y a de plus en plus de gens qui sont motivés, qui veulent faire changer les pratiques, qui passent à des plans de gestion différenciés, qui essaient de rationaliser un peu les coûts et se dire, tiens, en fait,
on utilise énormément d'argent dans des trajets, dans la logistique du temps perdu, des marchés publics inutiles, alors qu'en fait, on pourrait laisser faire, utiliser des dynamiques un peu plus circulaires et revaloriser tout ce budget pour faire du travail de qualité avec un personnel qualifié. Quand tu parles de gestion diversifiée, c'est ça? Gestion différenciée. Différenciée, ouais, c'est quoi? Alors la gestion différenciée, c'est un principe qui consiste à différencier la gestion en fonction de l'espace qui est envisagé. Donc, par exemple, on va faire un plan, on va faire des zones. Donc dans les espaces verts, on va bien tondre le gazon devant l'hôtel de ville, on va faire un truc bien propre. Et si le bourgmestre il veut sa petite pelouse avec le petit blason de la commune, ok super, on va le faire. Et puis on va tondre quand même un petit peu moins et avoir un peu moins un green dans certains parcs, en particulier le long des allées. On va tondre juste une bande et puis derrière on va laisser pousser encore plus la végétation. Et dans certains espaces plus naturels, on va carrément faire peut-être un fauchage par an. Et donc tout ça, ça nous amène à penser intelligemment la manière dont on gère l'espace pour ne pas entretenir plus que nécessaire. Et tout ça va nous donner des économies en termes d'énergie, mais aussi de main-d'œuvre et de temps qu'on pourrait réaffecter à d'autres projets ailleurs. Et partout où on fait ça, en fait, laisser faire la nature, la plupart du temps, c'est le meilleur moyen d'augmenter les qualités biologiques d'un espace. Il va être plus, par exemple, le gazon qui a moins été tondu va être plus résilient à des périodes de sécheresse. On a vu que les gazons, ils ont cramé encore cet été. Les plantes peuvent avoir un cycle de reproduction complet, produire des graines, nourrir du coup les oiseaux. Et donc on a beaucoup plus de services écosystémiques associés à ces espaces. Mais bien sûr, la gestion différenciée, ça implique un changement dans les paysages. Et il faut accompagner ça de beaucoup de communication pour le faire comprendre aux gens. C'est pas que c'est mal entretenu, c'est qu'on entretient d'une autre manière et qu'en fait on accepte la nature en ville. Mhm. Et c'est la même chose avec nos balades botaniques. Depuis qu'on peut plus utiliser le désherbage chimique pour désherber les trottoirs, il y a beaucoup de plantes spontanées qui poussent un peu partout. Et donc on peut se dire ah tiens ça fait ça, etc. Tout comme on peut se dire en fait c'est une plus-value énorme pour la biodiversité et pour le paysage urbain. Et donc, accompagner tout ça d'explications, de pédagogie, mais aussi faire le design intelligemment. Donc, par exemple, adapter une certaine géométrie dans la manière dont on entretient l'espace. Donc, tondre une bande le long d'un chemin et au-delà de cette bande très précise, il y a une ligne droite et derrière, c'est un peu plus sauvage. Ou faire des... On comprend que c'est voulu. Voilà, on comprend que c'est voulu et ça permet aussi d'avoir une expression, toute une esthétique dans la gestion des espaces parce que on sculpte, on observe et tout ça, ça peut être dynamique. En fait, l'aspect d'un parc ou d'un jardin, il va énormément changer en fonction de la gestion qu'on y amène. Et là, je renvoie vers le jardin en mouvement de Gilles Clément, qui est finalement cet espace qu'on entretient chaque année d'une manière différente, au gré de telle plante a poussé, tel arbre s'est couché, tel semis spontané s'est effectué. Et la manière dont on va tondre ce jardin, en tenant compte de la spontanéité sauvage, et en adaptant les tracés de la tonte, finalement, ça amène à un jardin qui est différent, qui est un jardin qui est en mouvement, qui est beaucoup plus dynamique et qui est beaucoup plus respectueux de la manière de faire. Et c'est aussi dans la lignée du jardin punk. Oui, tout à fait, d'Éric Lenoir. Ouais. Voilà, d'Éric Lenoir. Il y a des dimensions politiques dans tout ça aussi. Hein. Quand on parle de protection de la biodiversité, d'espaces naturels, d'éviter aussi d'urbaniser des espaces à Bruxelles, des friches urbaines notamment. Il y a une limite très importante aux mesures de compensation. Et donc il faut absolument éviter d'urbaniser et de créer des grands projets inutiles. Et la place de l'arbre, elle est éminemment politique. Il y a des arbitrages qui doivent se faire entre
Parfois, on oppose le logement à la biodiversité. Je pense que ça a ses limites. Mais tout est question du budget qu'on est à mettre et qu'on est prêt à mettre et des soins qu'on est prêt à donner à l'arbre. Par exemple, on se rend compte que la manière dont on a fait les villes, c'est qu'on a laissé des entreprises, ou parfois des entreprises publiques aussi, poser leur réseau librement, notamment les empêtrants, le gaz, l'eau, Internet, etc. Et ça se retrouve en général sous les trottoirs ou en périphérie de route. Et c'est exactement dans les espaces qui peuvent être alloués à l'implantation d'arbres. Et donc c'est un des premiers problèmes techniques à l'implantation d'arbres, mais en fait on pourrait très bien dire qu'on met la priorité à avoir des arbres, à avoir des villes climatiques qui soient des îlots de fraîcheur grâce aux arbres et pour bénéficier de tous ces services écosystémiques. Et on pourrait dire, ben voilà, on encadre la présence des impétrants, donc de tous ces réseaux. C'est vraiment une question de priorité, quoi. On pourrait dire aussi, on augmente la taille des fosses de plantation. C'est ce qui est en train de se faire parce qu'on se rend compte à quel point c'est important en ville. Mais voilà, ça prend du temps. Moi, je me suis toujours demandé, en fait, un arbre le long de la route, est-ce qu'il a une connexion avec le vrai sol ou il est dans un espèce de bac Déjà, le vrai sol qui est en dessous, en général, c'est des terres de remblai extrêmement sablonneuses. Alors, parfois, on achète des terres d'ailleurs. Donc, il y a des gros enjeux autour des compétences des communes qui, finalement, depuis un certain nombre d'années, commencent à externaliser leurs travaux par des marchés publics. Donc, c'est des entreprises qui se plient à la loi du marché, hein, et finalement, il faut réduire les coûts. Donc, on va faire venir des terres qui ne sont pas excellentes. Souvent, il y a des rhizomes de Renault et du Japon, plantes exotiques envahissantes qui sont dans ces terres. Et donc, tôt ou tard, on a des spots de renouée qui se développent. Les fosses, il n'y a pas un très bon contrôle sur comment elles sont faites. Il y a des contrebutages de la bordure, donc ça devient un peu technique, mais en gros, l'architecture de la fosse entrave le volume de sol disponible. Et le sol en dessous, on espère parfois que ce soit connecté au sous-sol pour que l'eau qui tombe dans la fosse puisse être recharger la nappe phréatique. Mais c'est pas toujours connecté et souvent quand c'est connecté, le sol en dessous est compacté. Donc on a des sols de mauvaise qualité et on essaye d'augmenter la taille des fosses petit à petit, de passer à au moins 4, 5, 6 mètres carrés. Mais on se rend compte en ville que c'est pas toujours possible. On a parfois des fosses qui font 30 cm de côté, quoi. On est face à d'autres enjeux. Par exemple, si on veut implanter un arbre, soit il faut le mettre en rue, mais donc on diminue de la place de stationnement. Donc on est dans une confrontation, un rapport de force. Soit on le met sur le trottoir, mais on a aussi, et c'est super, des plans d'agrandir les trottoirs, et notamment pour laisser passer les personnes à mobilité réduite. Et donc ça peut entraver aussi le passage. Donc c'est des questions complexes qui font que, en particulier dans les communes du centre-ville de Bruxelles, c'est difficile d'implanter les arbres. Donc il faut parfois trouver des alternatives que sont l'implantation de plantes grimpantes le long des façades, etc. Et encore là, c'est compliqué. Non, moi, je regardais les plantes annuelles. Le coût que ça représente pour la collectivité d'aller mettre des petites fleurs dans des pots, dans des bagues. C'est sûr qu'avec les sécheresses qu'on a ici, cette année spécifiquement, aller arroser tout ça, c'est juste pas possible, quoi. Ouais, donc déjà on importe des plantes annuelles des Pays-Bas, de l'Allemagne, on jette des conteneurs, on fait des trajets et on mobilise énormément de main-d'œuvre pour faire ces plantations qui durent 1 an et qui sont aussi des espèces horticoles qui sont, moi je trouve ça presque vulgaire à quel point c'est une débauche de couleurs et de grands pétales et de plantes qui sont modifiées par l'être humain. Et c'est beaucoup moins qualitatif, enfin c'est mon avis personnel, hein, ça dépend vraiment du regard, mais de floraisons naturelles qui sont beaucoup plus subtiles et qu'on apprend à apprécier. Et en plus de ça, comme tu disais, il y a ces épisodes de sécheresse. On discute avec des gestionnaires d'espaces verts de communes qui disent
On a fait plein de plantations d'arbres cet hiver. Et avec cette période de sécheresse qu'on a connue au printemps 2022, en fait, nos équipes tournaient à plein régime pour arroser. Mais pour arroser d'abord quoi? Les bacs de plantes annuelles. Parce que si un bac, on ne l'arrose pas pendant 2 jours, les plantes, elles meurent. Du coup, ils n'avaient aucune disponibilité pour arroser les arbres plantés l'hiver d'avant. Et donc, ils sont presque tous morts. Donc, c'est des drôles de priorités qu'on met, je pense. Et tout ça, c'est pour servir des représentations de la nature et du beau des gens qui doivent finalement évoluer, en fait. Donc, il est temps qu'on modifie notre rapport avec la nature, qu'on accepte une autre esthétique, qu'on accepte de pas tout... d'avoir une nature spontanée, sauvage, qui n'est pas maîtrisée, qui est plus surprenante aussi, et qu'on utilise peut-être des annuels qui sont déjà là. On peut simplement tondre un gazon et pendre cette herbe pour faire un paillage, et ça va se ressemer tout seul, en fait. Et les plantes, je le vois aussi dans mes balades botaniques, il y a des plantes rudérales, donc des plantes qui peuvent pousser sur des murs entre deux pavés avec parfois rien du tout de sol, qui sont pourtant très grandes, qui ont un grand volume foliaire, qui sont beaucoup plus résistantes à la sécheresse que des gazons et des plantes qui sont en pleine terre et qui sont arrosées à foison, quoi. C'est incroyable de voir ça. Ouais, il y a plein d'initiatives qui existent autour de tout ça. À Forêt, il y a le Végétalab, qui est une pépinière communale, donc développée vraiment par la commune, pour produire des plantes annuelles, bisannuelles, vivaces, localement, avec des semis. Donc une commune réinternalise ses compétences au sein de la commune. Et tout ça, c'est pour végétaliser. Et végétaliser de manière beaucoup plus durable. Pour accompagner les plantations d'arbres, d'arbustes, etc. Et même des projets citoyens pour végétaliser ces espaces. Ouais, pour les plantes annuelles, c'est pas seulement l'aspect esthétique, mais c'est aussi les pollinisateurs sont la plupart du temps pas du tout intéressés. Ouais. C'est vraiment pour nous, quoi. C'est pour avoir des belles cartes postales. Non, c'est accablant. Et les bacs, c'est génial parce que ça permet de végétaliser là où c'est difficile de végétaliser. Mais c'est bien de penser à la végétalisation de la ville en reconnectant en tant que possible avec le sol, parce que c'est beaucoup plus résilient en termes d'arrosage, en termes de gestion intégrée des eaux pluviales, en termes de beaucoup de choses au final. Donc c'est intéressant d'utiliser le bac aussi en termes d'urbanisme tactique, donc des petites interventions ponctuelles pour bloquer une rue, limiter du stationnement ou autre, et montrer, vous voyez, c'est une vraie plus-value. Et une fois que ça c'est fait, tu déplaces ton bac ailleurs où il va jouer le même rôle, et en fait tu sors le marteau-pic et tu ouvres le sol, quoi, et tu le réalises, tu pérennises ton intervention. Et tu casses les impétrants. En plus, tu te connectes au réseau d'énergie, comme ça tu hackes le truc. En période de crise énergétique, c'est bien pratique. Voilà, ce qui nous amène à la question en fait de qu'est-ce qu'on peut planter aujourd'hui face aux aléas climatiques, parce qu'on entend beaucoup de gens dire voilà, on va planter des oliviers, on va planter des bananiers, mais c'est pas si simple. C'est une question difficile. On observe le climat changer, on peut en tirer certaines conclusions, mais on n'est sûr de rien pour le climat à venir. Ce dont on est sûr, c'est qu'on va vers plus d'incertitudes, en fait. On doit composer probablement avec des étés plus secs, des aléas climatiques comme les sécheresses, les tempêtes, les inondations, qui vont être des phénomènes plus fréquents et plus intenses. Donc oui, des hivers globalement plus doux, mais c'est pas simplement un réchauffement. Il y a une théorie qui consiste à dire qu'on va vers des climats analogues, donc on pourrait comparer le climat de Bruxelles de demain à celui de, je sais pas moi, tantôt c'est Turin, tantôt c'est Toulouse ou autre. C'est plus complexe que ça. On garde quand même des saisons qui sont aléatoires,
d'une année à l'autre. On a vu 2020 sécheresse canicule, 2021 inondation, 2022 sécheresse canicule. On a aussi le risque d'avoir malgré tout des gels tardifs qui peuvent affecter, si pas la santé de l'arbre, parfois la productivité. Donc il y a des quantités de fruits qui ont été perdus ces dernières années avec des gels tardifs. Puis on a les conditions urbaines qui viennent s'ajouter à ça. Donc face à ça, en tout cas le monde de la foresterie, il se rend compte que oui, planter le bon arbre au bon endroit, mais surtout maintenir des écosystèmes diversifiés et en bonne santé, parce que c'est ça le meilleur enjeu de résilience. Aller vers des forêts jardinées plutôt que vers des monocultures avec des coupes rases. Aller à nouveau dans un temps long et plus de naturalité plutôt que de planter des arbres à croissance rapide qui vont faire juste du papier pour caricaturer. Et pour Bruxelles, oui, on observe des tendances. On observe que, par exemple, le hêtre, il est très, très, très mal adapté au changement climatique. Il supporte ni les sécheresses prolongées, ni les étés plus chauds. Il est complètement défavorisé par rapport à d'autres essences. Et on dit souvent qu'en 2100, le hêtre aura disparu, en tout cas des plateaux de la forêt de soigne, qui sera peut-être plus ou moins en station dans certains creux de vallée et qui devra avoir rejoint les plateaux de l'Ardenne, des choses comme ça. Donc c'est des changements qui sont extrêmement rapides à l'échelle de la biodiversité. Donc nous, on peine à s'en rendre compte, mais en tout cas tous les professionnels et toutes les professionnels autour de l'agriculture, de la foresterie, etc. s'en rendent compte. Donc il y a des changements qui vont avoir lieu. On se rend compte qu'il y a des arbres qu'on ne pensait pas être adaptés qui commencent à être adaptés, donc certains plus que d'autres. Le robinier, par exemple, il se développe extrêmement bien, il semble être plutôt favorisé. Et des cultures comme le kiwi, la vigne, fonctionnent de mieux en mieux à Bruxelles. Alors le bananier, c'est encore un peu limite, mais peut-être qu'on va vers ça. Mais donc, en tout cas, la conclusion globale des spécialistes, c'est augmentons la naturalité, les écosystèmes de qualité. Et typiquement, pour reprendre l'image du pommier, oui, on est capable de faire des demi-tiges, des basses-tiges, voire même des cordons ou des pommiers colonnaires. Donc c'est des porte-greffes qui sont très peu vigoureux et qui vont permettre de s'implanter dans des tout petits espaces, mais il y a un enracinement qui est beaucoup plus faible. On est allé dans un extrême de l'agriculture pour plier vraiment un matériel génétique à notre bon vouloir. Mais tout ça, c'est beaucoup moins résistant qu'un pommier ou tige avec une variété proche de la variété sauvage. Donc au plus, l'agriculture est allée vers une spécialisation et une adaptation pour accentuer certains traits, des fruits plus gros, plus sucrés, qui se plient à certains gabarits. Ou parfois juste plus beau. Oui, c'est ça. Au moins, on est dans quelque chose de résistant. Donc si on veut de la robustesse, on va peut-être devoir abandonner les bastiges, les monocultures de vergers en bastige qui passent dans des espèces de tracteurs qui font tous les traitements et la récolte, et retourner vers des pommiers, des vergers de pommiers de tiges, qui sont des variétés anciennes, proches de la variété sauvage, qui vont être un peu moins sucrées, peut-être un peu plus tanniques, astringentes. Oui, c'est possible. Mais donc, les variétés anciennes ne sont pas du tout déclassées pour le moment. Non, elles ont ça un bon reste des avenir. solutions d'avenir. Ça reste des solutions d'avenir. Plus on a été vers des hybrides de Xème génération, plus on a des fruits, déjà des arbres qui sont plus fragiles, mais aussi des fruits qui sont moins nutritifs. Et il y a quelque chose de l'ordre d'éduquer aussi, rééduquer nos goûts à accepter la diversité des goûts sauvages, des fruits proches du sauvage, de la pomme de première, deuxième, troisième génération en croisement,
des variétés un peu plus brutes, qui peuvent être un peu plus sûres, un peu plus amères, etc. Mais qui, en fait, sont beaucoup plus intéressantes sur le plan nutritif et dont l'arbre est forcément beaucoup plus adapté. La nature, c'est des milliards d'années en recherche et développement. Nous, ce qu'on a fait en agriculture, c'est que on a plié le maïs, le blé et la pomme à nos bons désirs. Et donc, on a fait des individus qui sont fragiles et qu'on doit absolument cocooner et protéger. Alors qu'en soi, rien n'est aussi résistant aux sécheresses que les fruits que vous allez cueillir dans la nature, plutôt que celles qui sont dans un potager qui est irrigué et désherbé tous les jours. Et en fait, on ne sait pas ce qui va se passer avec le climat. On a peut-être des arbres qui seront plus adaptés du tout et qui vont disparaître. Mais l'idée, c'est en plantant la diversité, on espère qu'il y ait une majorité d'espèces dans un écosystème en bonne santé qui vont résister à tout ça. Oui, l'essentiel, c'est pas seulement le végétal, si je comprends bien, c'est de prendre aussi soin du lieu où il est, du sol. Du sol, de l'écosystème, des interactions entre les arbres et le reste. À nouveau, les arbres cristallisent beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'autres choses que les arbres dans la nature. Et d'ailleurs, il faut faire attention aussi avec la protection absolument des arbres, planter des arbres partout comme un synonyme de renaturaliser des espaces. Parce qu'il faut pas planter des arbres partout, il ne faut pas uniformiser les paysages, il ne faut pas tout refermer. Il y a aussi des pelouses, des landes, toute une série de milieux qui sont hyper importants et qualitatifs. Et donc oui, là c'est pour réagir aussi à des effets de mode qu'il peut y avoir par rapport au tiny forest, par rapport à des méthodes Miyawaki, etc. C'est intéressant pour des aspects pédagogiques, mais ça peut être... il ne faut pas appliquer cette solution partout. Et ça a aussi des effets concrets sur la disponibilité des arbres en pépinière et sur ce que devient le métier de pépiniériste. Donc il faut éduquer à l'environnement, à la nature, mais il faut faire attention aux solutions toutes faites. Il faut être capable plutôt que d'appliquer des formules magiques et dire on va planter un arbre, regardez comme c'est beau, ou même aller sur un moteur de recherche qui plante des arbres, ou compenser ses émissions carbone en prenant l'avion, en cochant une case. Au-delà de ça, il faut aussi réinterroger notre rapport à la nature. Est-ce que humain et nature sont dissociés ? Est-ce que l'humain doit être maître et possesseur de la nature ? En fait, ça réinterroge notre rapport au monde, tout ça. Tu disais que c'était des arbres qui ne nécessitaient pas qui se débrouillaient bien face aux maladies. Est-ce que tous les arbres plantés à Bruxelles sont traités ou comment ça marche ? En tout cas, depuis quelques années, avec le plan régional de réduction des pesticides, il est interdit d'utiliser des pesticides de synthèse dans l'espace public. La manière dont l'espace est traité, c'est des espaces verts qui ont des fonctions qui sont fonctionnelles, récréatives, etc., et qui sont en général pas nourricières. Donc on n'est pas dans la même optique que dans la gestion d'un verger productif. Pour autant, on observe que beaucoup d'arbres sont malades parce qu'il y a des stress urbains qui sont bien plus nombreux qu'à la campagne. Qu'on parle de couloirs de vent, exposition au soleil variable, que ce soit des roues de voiture qui passent dans les fosses, des fosses trop petites, beaucoup d'impétrants, des gens qui déposent leurs poubelles dans la fosse plutôt que contre leur façade. Enfin, il y a des tas et des tas de raisons qui font que les arbres en ville, ils se portent mal. Et souvent, des arbres qui ont 30 ans, c'est déjà des petits vieux tout rachitiques. Donc, ils ne sont pas en grande forme. Et les sols non plus ne sont pas en grande forme. Tu vois, tout ça va ensemble. Pour autant, si on envisage à la fois de planter le bon arbre au bon endroit et de bien soigner l'espace qui est dédié aux fruitiers, je pense qu'on peut arriver non pas à des arbres qui ont un gabarit comme dans leur habitat
idéal, mais en tout cas d'allonger la vie des arbres, d'avoir des arbres productifs et de diminuer le rythme des abattages actuels qui est quand même assez important. Ok. Donc, oui, si on n'a pas de visée productive, c'est pas nécessaire de pulvériser, en fait. Les intrants chimiques et pesticides, c'est une parenthèse dans l'histoire de l'agriculture qui a émergé suite à plein de facteurs. L'industrialisation, la présence d'industries recyclées après la guerre, qui ont dû, voilà, le plan Marshall, les PAC, etc. Et autour de ça, on a développé aussi des variétés qui étaient moins résistantes. On a voulu avoir des fruits à l'exportation. On a développé les avantages comparatifs. Donc chaque région va produire ce pourquoi elle est la meilleure. Et avec ça, on va exporter dans le monde entier ces produits et les rendre disponibles toute l'année. Mais en fait, si on change radicalement la manière de faire et qu'on revient à une manière plus respectueuse de l'environnement et plus sobre, pas dans une idée de retour vers le passé, mais dans une idée de rationalité. En fait, on n'a pas besoin de consacrer de l'énergie à avoir quelque chose de plus rentable, mais aussi plus fragile quant aux maladies. En fait, la biodiversité est porteuse de bonne santé. Je lisais l'autre jour la révolution d'un seul brin de paille de Fukuoka, qui est en quelque sorte un autre inventeur de la permaculture, si je puis dire. Sans le savoir. Sans le savoir, enfin, avec... Un initiateur, ouais. Ouais, disons qu'il y a eu Mollison et Holmgren d'un côté, et puis il y a eu Fukuoka avec l'agriculture sauvage. Et c'est un peu les mêmes principes, c'est-à-dire que en fait, si tu sors de cette boucle sans fin de mécaniser davantage, utiliser des intrants de manière linéaire et tout contrôler et utiliser des pesticides, et que tu vas plutôt vers des interventions sobres, observer la nature, aller avec elle, réfléchir de manière cyclique plutôt que linéaire, et aussi faire moins plutôt que toujours faire plus, tu peux avoir des rendements qui sont tout aussi importants, et surtout tu n'es pas dans une agriculture destructrice, tu es dans quelque chose de plus pérenne, tu prends soin de ton sol, de sa fertilité, et s'il y a un ravageur qui arrive, si par exemple tu as tout d'un coup des pucerons qui envahissent ton arbre fruitier, tu as toute une série de plantes de campagne autour qui vont faire que les prédateurs naturels de ces pucerons vont se développer très rapidement, et que oui, tu auras 1 ou 2 semaines avec des pucerons, mais qu'ensuite ils vont être régulés et que tout rentre dans l'ordre des choses. Et pareil, si tu as un sol qui est en bonne santé, l'arbre il peut avoir plein de maladies. Oui, les maladies elles tournent, c'est comme pour nous finalement. Si tu es en bonne santé, les maladies elles vont moins t'affecter, tu vas en avoir autour de toi, il ne faut pas essayer de tout aseptiser, et pour autant elles vont jamais autant t'affecter que si tu es un arbre rachitique dans une petite phase de plantation avec plein de carences. C'est un peu ça l'idée, c'est sortir de cette vision de la productivité qui est un non-sens et qui est liée à de l'agriculture mécanisée intensive. En fait, on a toujours vécu... c'est comme la permaculture, on dit que ça a été inventé, mais en fait, non, on s'est juste rendu compte que la trajectoire productiviste qu'on était en train de prendre, elle n'était pas pérenne. Et donc, on est revenu à quelque chose de sauvage, et la seule chose qui fasse sens. Est-ce que tu as des anecdotes, par exemple, liées aux arbres ou aux plantations Liées aux arbres, aux plantations... Attends, c'est très très large. Est-ce que tu as un arbre préféré, par exemple? Un fruit? En ce moment, j'aime beaucoup essayer de planter des fruitiers originaux dans l'espace public. Et j'essaye beaucoup de mettre des pacaniers, par exemple. C'est l'arbre qui donne la noix de pécan. Je trouve ça intéressant aussi d'imaginer de pouvoir produire des protéines avec des arbres fruitiers. Produire des protéines en ville, c'est quand même quelque chose
d'important, en particulier aussi pour des alimentations moins carnées. Donc, j'aime bien aussi le plaque minier. J'essaie de planter un peu des kakis quand c'est possible. En fait, j'essaie vraiment c'est chouette parce que le fait de travailler sur des projets autour des fruitiers, je me forme aussi beaucoup. Et c'est chouette de pouvoir apprendre énormément sur les fruitiers en les plantant et en testant. Après, j'ai peut-être un beau rôle parce que je les plante et finalement, je ne suis pas gestionnaire non plus. Donc, je vois plein de projets qui naissent un peu partout, à gauche, à droite. Et c'est assez satisfaisant et je n'ai pas non plus la charge de me dire, je gère toujours les mêmes endroits et une fois que c'est aménagé, voilà. À titre personnel aussi, j'ai pu fournir des arbres ou en planter moi-même sans autorisation. Et c'est aussi un chouette accomplissement parce que c'est vraiment un acte qui peut être fort quelque part. Surtout si on envisage la plantation d'un arbre comme l'implantation d'un écosystème, le fait de soigner le sol dans des espaces qui sont perturbés. C'est vraiment une manière de dire, les gens ils sont attachés à l'arbre, ils vont peut-être davantage respecter cet aménagement, mais derrière l'histoire qui est racontée, c'est que on réactive un sol, on réactive la biodiversité, on va espérer que les graines dans le sol sortent de leur dormance et qu'on ait tout d'un coup une série de plantes sauvages et donc on développe un écosystème finalement. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es intéressé à un arbre ? J'ai eu la chance de toujours avoir été entouré d'arbres. Je me souviens que j'avais des grands-parents qui habitaient dans un habitat groupé. Il y avait des vergers dedans. Et donc, on grimpait dans les arbres. C'est un vrai plaisir de gosse de grimper dans une cime. On cueillait des pommes aussi. Mais je me suis beaucoup intéressé aux arbres comme à la forêt, comme un milieu complexe. En tout cas, j'ai grandi entouré de ça et ça m'a construit, quoi, en partie. C'est peut-être un peu, c'est peut-être un petit peu, un peu cute, kitsch, mais quand j'étais gamin, j'avais probablement issu d'une éducation très écologiste radicale. J'avais été demandé à mon père qu'on aille ensemble nettoyer un bois qui avait plein de déchets partout. Et ça fait... bref, c'est comique parce que c'était dans les années 90, du coup, j'étais tout petit. Et il y a un côté un peu citoyenniste, à toi aussi fais ta part, et un peu d'exemplarisme. Mais c'était comique de voir l'impact que ça peut avoir, des petites initiatives comme ça sur une vie de quartier où on se dit, tiens, en fait, le fait de laisser des sacs poubelles là, un énorme sac poubelle avec un message dessus, un gamin et son père qui ont passé une après-midi à ramasser des déchets, voilà ce que ça donne. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour la suite, quoi. En fait, ce qui est important là-dedans, c'est, je pense que tu connectes avec l'arbre comme un artefact de la nature. Et il y a un peu cette équation simple de tu respires, tu émets du CO2, et l'arbre, il absorbe une partie de tes déchets, il émet de l'oxygène. Et donc, l'arbre est un peu un catalyseur de ce qu'on pense être la nature. Et on en a une vision finalement assez restreinte. L'arbre, on ne considère même pas le système racinaire, les mycorhizes, etc. Mais il y a quelque chose d'assez personnel avec la taille, l'énergie d'un arbre, la beauté, le marquage des saisons sur un arbre. Et je pense que ça peut contribuer à faire aimer la nature quelque part. Enfin, c'est très bateau tout ça, mais se perdre dans une forêt, marcher dans la forêt la nuit, c'est génial, quoi. Et je pense que il y a plein de gosses qui vivent notamment en ville, qui grandissent là, et en fait, je me rends compte dans des activités d'animation que en fait, la nature, du coup, ça fait peur parce qu'on n'a pas appris à la connaître, à
à l'apprécier. Et on peut faire des parallèles avec le racisme, avec plein d'autres choses. En fait, finalement, quand t'es pas éduqué à tout ce qui existe, à toute la diversité qui existe dans le monde, ben, je pense que tu peux être un peu sur la défensive. Et peut-être qu'une des premières étapes pour sensibiliser à tout ça, c'est de prendre plaisir, simplement dans la nature, de grimper dans un arbre, de faire une cabane. Ok, moi je pense que on a déjà bien fait le tour de la question. Là, hein. Ouais, je crois. Cool.